Cette nuit, tu descends sous Paris, et la première chose que tu rencontres, avant même l'obscurité, c'est le froid qui monte vers toi par la cage de l'escalier. Tu te tiens en haut des marches, dans une petite construction discrète posée au bord d'une place du sud de la ville, et devant toi s'enfonce un escalier de pierre en colimaçon, étroit, qui tourne sur lui-même et descend encore, vers une profondeur que ton regard ne peut suivre. L'air qui remonte est frais, presque humide, chargé d'une odeur de terre et de roche, une odeur ancienne qui n'a rien de la rue que tu viens de quitter. Tu poses la main sur la rampe usée, tu respires une fois cette fraîcheur qui sort des profondeurs, et tu commences à descendre. Les marches sont basses et régulières, creusées au centre par le passage de tant de pas avant le tien, et tu les comptes d'abord, par habitude, puis tu renonces, car elles sont nombreuses, bien plus nombreuses que tu ne l'imaginais. Tu tournes encore, et à chaque révolution de l'escalier tu sens que tu t'enfonces un peu plus loin sous la ville, que la rumeur de la rue s'éteint au-dessus de toi, étouffée par l'épaisseur grandissante de la pierre. Bientôt il n'y a plus que le bruit de tes propres pas, qui résonnent dans la cage en spirale, et le souffle de l'air froid qui t'accompagne. Tu descends vers une ville qui dort sous celle des vivants, et tu le sens à mesure que les degrés défilent sous tes pieds. Quand l'escalier s'achève enfin, tu te trouves dans une galerie basse, taillée dans le roc, et tu t'arrêtes un instant pour laisser tes yeux s'habituer à la pénombre. Tu es à présent à une vingtaine de mètres sous la surface, sous les rues, sous les immeubles, sous les caves même des maisons. Au-dessus de ta tête, toute cette épaisseur de terre et de pierre, et plus haut encore, la ville qui vit sa nuit sans se douter de ta présence. Ici, le silence est d'une autre nature que celui d'en haut. Ce n'est pas l'absence de bruit d'une rue calme, c'est un silence plein, dense, le silence de la roche elle-même, que rien n'a troublé depuis des millions d'années et que ton seul passage vient à peine déranger. Tu lèves ta lampe et sa lumière révèle les parois de la galerie, ce calcaire pâle, gris et blond, strié de lignes horizontales, marqué çà et là par les coups d'outils de ceux qui l'ont creusé. Car cette galerie où tu marches n'a pas toujours existé. Elle est le vide laissé par la pierre qu'on a extraite, le négatif d'un bloc disparu, monté à la surface il y a longtemps pour devenir mur, voûte ou façade quelque part dans la ville. Tu comprends, en posant la main sur la paroi fraîche, que ces souterrains ne sont pas des grottes naturelles, mais l'œuvre patiente des hommes, d'anciennes carrières d'où l'on a tiré, pendant des siècles, la pierre dont Paris est bâti. Tu prends un moment pour mesurer la profondeur où tu te trouves. 20 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de plusieurs étages, mais renversé, plongé dans la terre. Au-dessus de toi s'empilent, dans l'ordre, le plafond de la galerie, puis la roche, puis les couches de terre, puis les fondations des bâtiments, puis les caves, puis les rez-de-chaussée, puis les étages, et enfin les toits, et le ciel. Toute cette épaisseur te sépare de la nuit étoilée que tu as quittée en entrant. Et pourtant il ne te sens pas écrasé par ce poids, car la pierre tient bon, voûtée, solide, te ménageant ce vide où tu peux marcher debout, comme une bulle d'air calme au cœur de la masse minérale. La terre t'entoure de toutes parts, et tu reposes en son sein comme dans une demeure très ancienne. Il faut que tu saisisses bien cela, car c'est le cœur de ce lieu. La ville au-dessus de toi et le labyrinthe au-dessous sont les deux faces d'une même chose. Chaque bloc de calcaire qui forme une église, un palais, un pont, un mur de maison, est venu d'ici, ou de carrières semblables, arrachées à la profondeur et hissées vers le jour. En creusant pour bâtir la ville haute, les hommes ont creusé, sans le vouloir tout à fait, une ville basse, un réseau de vide qui épouse en creux ce qu'ils ont élevé en plein. On a pu dire de ce souterrain qu'il est le négatif de Paris, son moulage en creux, la ville sous la ville. Tu marches, cette nuit, dans l'envers de tout ce qui se dresse là-haut. Tu avances de quelques pas, et le faisceau de ta lampe glisse sur la roche, faisant apparaître la trame fine du calcaire. Tu t'approches, tu regardes de près, et tu distingues, prises dans la pierre, de petites formes claires, arrondies, serrées les unes contre les autres. Ce sont des coquillages, des fragments de coquilles, et de minuscules disques pas plus grands que des lentilles, que les savants nomment nummulites. Tu poses le doigt dessus, tu suis du bout de l'ongle leur contour, et tu réalises ce que cela signifie. Cette pierre, ce calcaire dont est faite toute la ville, n'est rien d'autre que l'accumulation de coquilles, de squelettes minuscules de créatures qui ont vécu, jadis, dans une mer chaude qui s'étendait sur ce lieu. Car il faut remonter très loin pour comprendre d'où vient cette roche. Il y a environ 45 millions d'années,
là où s'étend aujourd'hui Paris, il n'y avait ni ville, ni terre ferme, mais une mer peu profonde, une mer des tropiques, tiède et claire, baignée d'une lumière généreuse. Dans cette eau vivaient d'innombrables créatures, des coquillages, des coraux, et surtout de minuscules organismes aux squelettes de calcaire, dont ces numulites que tu touches du doigt. À leur mort, leurs coquilles tombaient au fond, s'accumulaient, couche après couche, génération après génération, durant des milliers et des milliers d'années. Et de cette lente pluie de squelettes, comprimés, durcis, soudés par le temps, est née la pierre où tu te tiens. Les géologues ont donné un nom à cette pierre. Ils l'appellent le calcaire lutétien, d'après le nom ancien de Paris, Lutèce, parce que c'est ici, sous la ville, qu'ils en ont étudié les couches pour la première fois. Quand tu prononces ce mot en toi-même, songe à ce qu'il enferme. Chaque bloc de ce calcaire est un cimetière bien plus ancien que celui que tu vas traverser tout à l'heure, un cimetière de créatures marines mortes il y a des dizaines de millions d'années, dont les corps minuscules, en s'amassant, ont fabriqué la matière même de la ville. Paris est bâti sur la mort, et de la mort, depuis le commencement. Cette pensée n'a rien de sinistre, cette nuit. Elle a la douceur des choses très anciennes et très calmes. Tu reviens un instant à la paroi, et tu cherches d'autres fossiles dans la pierre, car maintenant que tu sais les voir, tu les remarques partout. Voici un coquillage entier, parfaitement conservé, dont tu suis du doigt les côtes régulières. Voici un amas de petites coquilles, serrées, soudées les unes aux autres. Voici, encore, ces disques de nummulites, semés dans la roche comme des pièces de monnaie minuscules, et dont le nom même évoque l'argent, tant on a cru parfois y voir de petites pièces déposées par on ne savait quel ancien. Chacun de ces fossiles est le vestige d'une vie, une créature qui a nagé, ou rampé, ou s'est laissé porter par les courants d'une mer disparue, sous un soleil qui brillait il y a 45 millions d'années sur un monde sans hommes. Tu restes un moment à contempler ces témoins de l'ancien monde, et une émotion étrange te gagne, faite d'humilité et d'émerveillement. Songez que ce lieu, aujourd'hui enfoui sous une grande ville, fut jadis le fond d'une mer tiède et lumineuse, peuplée d'une vie foisonnante. Que là où passent maintenant les rues et les immeubles ondulaient autrefois des eaux claires, sous un ciel des tropiques. Que tout cela a disparu, s'est transformé, s'est durci en pierre, et que de cette pierre les hommes, des millions d'années plus tard, ont fait leur ville. Le monde change à une allure si lente, à l'échelle de la Terre, qu'une mer peut devenir une ville, et une créature minuscule, une parcelle de mur. Cette pensée te dépasse, et pourtant elle t'apaise, car elle inscrit ta petite existence dans une histoire immense et continue, où rien ne se perd, où tout se transforme. Pour comprendre comment cette mer ancienne est devenue ce sous-sol de pierre, il faut imaginer le très long sommeil de la Terre. La région où s'étend Paris forme ce que les géologues appellent un bassin, une vaste cuvette très peu marquée, où les couches de roches se sont déposées les unes sur les autres, comme les feuillets d'un livre posés à plat. Pendant des dizaines de millions d'années, cette cuvette a été tantôt recouverte par la mer, tantôt émergée, et à chaque fois que la mer revenait, elle apportait avec elle une nouvelle moisson de coquilles et de sable, qui se déposaient au fond et formaient, à la longue, une couche nouvelle. Le calcaire dont tu es entouré est l'une de ces couches, l'une de ces pages de pierre, prises en sandwich entre d'autres couches plus anciennes en dessous et plus récentes au-dessus. Et tu marches, sans t'en rendre compte, à l'intérieur d'un livre de pierre dont chaque feuillet raconte un épisode de l'histoire de la Terre. Et ce livre, on peut le lire, pour qui sait en déchiffrer les pages. Les couches plus profondes, sous tes pieds, parlent de mers encore plus anciennes. Les couches plus hautes, au-dessus de ta tête, racontent les âges qui ont suivi, quand la mer s'est retirée pour de bon et que la terre ferme s'est installée. Le calcaire que l'on a tiré d'ici, et qui sert à bâtir, occupe une place bien précise dans cet empilement, là où la pierre était la plus belle, la plus pure, la plus facile à tailler en beaux blocs réguliers. C'est pourquoi les carriers, durant des siècles, sont venus chercher cette couche-là plutôt qu'une autre, suivant sous terre le bon banc de pierre comme on suit un filon, abandonnant les couches trop tendres ou trop dures pour s'attacher à celle qui donnait la meilleure pierre de taille. Tu reprends ta marche dans la galerie, et tu sens sous tes semelles le sol inégal, parfois sec, parfois recouvert d'une fine pellicule de boue claire que l'humidité du lieu a déposée. L'air, à cette profondeur, ne change jamais vraiment. Été comme hiver, jour comme nuit, il fait ici autour de 14 degrés, une fraîcheur constante que rien ne vient troubler. En haut, les saisons se succèdent, la chaleur de juillet,
le froid de janvier, mais ici tout demeure égal, suspendu dans une fraîcheur perpétuelle, comme si le temps lui-même, à cette profondeur, ralentissait. Tu serres un peu ton vêtement autour de toi, non par crainte, mais pour garder la chaleur de ton corps dans cet air qui ne se réchauffe jamais. De temps à autre, une goutte d'eau tombe du plafond et vient s'écraser sur le sol, ou sur ta lampe, ou sur ton épaule, avec un petit bruit clair qui se perd aussitôt dans le silence. Tu lèves les yeux, et tu vois, à la lueur de la lampe, l'humidité qui perle à la voûte, lentes gouttelettes qui se forment, grossissent, et finissent par tomber, l'une après l'autre, au rythme tranquille des profondeurs. Cette eau vient de la surface. Elle a traversé la terre, les couches de pierre, percolant goutte à goutte à travers le calcaire, et elle arrive ici purifiée, fraîche, après un voyage qui a peut-être duré des années. Tu écoutes ces gouttes tomber, espacées, régulières, et leur chute douce ponctue le silence sans jamais le rompre, comme une horloge très lente qui mesurerait le temps de la pierre. La galerie se poursuit, droite parfois, parfois coudée, et tu suis son tracé sans hâte, ta lampe ouvrant devant toi un cercle de lumière qui se déplace avec toi. Par endroits, le plafond s'abaisse, et tu dois courber un peu la tête pour passer. Ailleurs, il s'élève, et tu peux te redresser, et tu mesures alors la hauteur de la roche qui te surplombe. Sur les murs, parfois, des traces te parlent du travail des carriers d'autrefois. Des marques d'outils, des entailles régulières qui montrent comment on détachait les blocs. Des numéros peints ou gravés, des repères dont le sens est en partie perdu. Et tu imagines ces hommes, à la lumière vacillante des chandelles, taillant la pierre dans le froid et l'humidité, gagnant leur pain à la sueur de leur corps dans les entrailles de la ville. Car pendant des siècles, on a extrait ici la pierre de Paris, et ce travail a façonné, sans plan d'ensemble, ce vaste labyrinthe sous la cité. On creusait là où la pierre était bonne, on suivait les bons bancs de calcaire, on abandonnait les galeries épuisées pour en ouvrir d'autres, et de proche en proche le réseau s'est étendu, ramifié, compliqué, jusqu'à former sous toute une partie de la ville un dédale de galeries dont la longueur totale se compte aujourd'hui en centaines de kilomètres. Tout cela ne se visite pas, tant s'en faut. Une infime partie seulement de ce réseau est aménagée et ouverte au pas des visiteurs. Le reste demeure dans l'ombre, interdit, immense, un monde souterrain dont la plupart des Parisiens d'en haut ignorent jusqu'à l'existence. Tu t'arrêtes un moment pour imaginer le travail qu'a demandé un tel ouvrage. Avant les machines, tout se faisait à la force des bras, à la lueur des chandelles, dans le froid et l'obscurité. Les carriers descendaient au matin par des puits ou des escaliers, et passaient leur journée sous la terre, à entailler la pierre, à creuser des saignées tout autour d'un bloc pour le détacher de la masse, à enfoncer des coins de fer ou de bois pour le faire céder. Quand le bloc se libérait enfin, il fallait le hisser, le rouler, le tirer jusqu'au puits d'où on le remontait vers le jour, à l'aide de cordes, de treuils et de roues actionnées par des hommes ou des bêtes. C'était un labeur dur et patient, mené dans des conditions rudes, et qui a duré, sous Paris, pendant des siècles, depuis les temps les plus anciens de la ville jusqu'à une époque assez récente. Tu imagines la rumeur sourde qui devait emplir ces galeries quand elles étaient en activité. Les coups réguliers des outils sur la pierre. Le grincement des cordes et des poulies. Les voix des hommes qui s'interpellaient dans le noir. La toux, parfois, dans la poussière de pierre qui flottait dans l'air confiné. Et au-dessus de tout cela, sans qu'on le sache toujours d'en bas, la ville qui vivait sa vie de surface, indifférente à ce qui se tramait sous elle. Ces carriers ont arraché à la terre, bloc après bloc, la matière dont la ville s'est faite, et la plupart sont morts sans laisser de nom, ouvriers anonymes de la pierre, comme les morts de l'ossuaire que tu vas bientôt rejoindre sont des anonymes de la mort. Tu leur dois, à eux aussi, un peu de ta pensée reconnaissante, en marchant dans les vides qu'ils ont creusés. Tu songes à cela en marchant, à toute cette étendue de vide qui s'ouvre autour de toi, au-delà des galeries que tu peux parcourir. Quelque part dans le noir, à droite, à gauche, derrière les murs qui bornent ton chemin, le labyrinthe continue, kilomètre après kilomètre, dans une obscurité que nulle lampe n'éclaire. Cette immensité invisible pourrait inquiéter, et pourtant elle t'apaise, car elle te donne le sentiment d'une profondeur sans limite, d'un monde calme et vaste qui dort sous la ville agitée. Tu n'es pas perdu, toi, cette nuit. Tu suis un chemin balisé, sûr, qui te conduira là où tu dois aller et te ramènera ensuite vers la surface. Mais tu sens, tout autour, la présence de ce grand espace souterrain, et cette présence accompagne tes pas.
Ce vide immense, cependant, n'a pas toujours été sans danger pour la ville d'en haut. Il faut que tu le saches, pour comprendre pourquoi ces souterrains sont aujourd'hui surveillés avec tant de soin. À force de creuser sans relevé précis, sans mémoire claire de ce qu'on avait évidé, les hommes avaient peu à peu miné le sol sous leur propre maison. Et il arriva ce qui devait arriver. Par endroits, le sol se déroba. Des rues s'effondrèrent dans les vides creusés en dessous, engloutissant les maisons et leurs habitants, ouvrant dans la ville des gouffres soudains et meurtriers. La cité reposait, sans le savoir tout à fait, sur un gruyère de galeries fragiles, et la terre, par moments, cédait sous le poids des constructions. C'est pourquoi, à la fin du XVIIIe siècle, on créa un service chargé de veiller sur ce monde souterrain, l'inspection générale des carrières, qui existe encore aujourd'hui. Sa tâche fut, et demeure, de cartographier les galeries, de mesurer les vides, de consolider ce qui menace, d'étayer, de combler, de renforcer, afin que la ville d'en haut ne s'enfonce plus dans la ville d'en bas. Les hommes de ce service descendirent dans le labyrinthe, lampe au poing, pour en dresser le plan, galerie par galerie, et marquer les chemins. Ce sont eux, en partie, qui ont rendu ces lieux moins dangereux, qui les ont consolidés, et grâce à qui tu peux, cette nuit, descendre sans crainte sous la ville. Et tu marches dans des galeries qui ont été mesurées, étudiées, renforcées par des générations de veilleurs souterrains. Tu remarques, en avançant, gravées ou peintes sur les murs au carrefour, des plaques qui portent des noms. Ce sont des noms de rues, les noms des rues qui passent là-haut, juste au-dessus de toi. Car les hommes qui ont cartographié les carrières ont reporté sous terre le tracé de la ville haute, inscrivant dans la roche le nom de la voie qui court au-dessus, pour pouvoir se repérer dans le dédale. Tu t'arrêtes devant l'une de ces plaques, tu en lis le nom à la lueur de ta lampe, et tu songes qu'au-dessus de ta tête, en ce moment même, cette rue existe, avec ses pavés, ses façades, ses réverbères, et peut-être un passant attardé qui rentre chez lui sans se douter qu'un autre marcheur chemine, 20 mètres plus bas, sous ses pieds. Ces plaques tissent un lien étrange et tendre entre les deux villes, celle du jour et celle de la nuit, l'une superposée à l'autre. Tu poursuis ton chemin, et la galerie te mène par endroits près de petites sources, de filets d'eau claire qui sourdent de la roche et coulent dans des rigoles ou s'amassent en de petits bassins immobiles. L'eau y est d'une transparence parfaite, et ta lampe, en s'y reflétant, y allume un point de lumière tremblant. Tu te penches, tu regardes cette eau venue de la pierre, filtrée par des mètres de calcaire, et tu vois le reflet de ton propre visage, pâle et calme dans l'obscurité. Ces eaux souterraines accompagnent depuis toujours la vie des carrières. Les carriers y puisaient de quoi boire, et aujourd'hui encore elles dorment là, dans le noir, miroirs silencieux qui n'ont jamais vu le jour. Tu reprends ta marche, laissant derrière toi le petit bassin et son reflet, qui retombe aussitôt dans l'immobilité. Tu prends conscience, en marchant, de tout ce que l'eau fait dans ce monde souterrain. Elle est partout, discrète, patiente, à l'œuvre depuis toujours. C'est elle qui suinte des voûtes en gouttes lentes. C'est elle qui s'amasse en bassin immobile au creux des galeries. C'est elle qui, en traversant la pierre, la dissout peu à peu, élargit les fissures, creuse des passages, transforme avec une lenteur infinie le visage du sous-sol. L'eau est la grande façonneuse des profondeurs, l'artiste invisible qui sculpte la roche bien après que les hommes ont cessé d'y travailler. Et dans ces souterrains de Paris, où le calcaire est tendre et où l'eau circule, son ouvrage se poursuit, goutte après goutte, dans le silence et l'obscurité, indifférent à la ville qui s'agite là-haut. Tu t'approches encore d'un de ces filets d'eau qui sourdent de la paroi, et tu écoutes son murmure ténu, ce chuchotement à peine perceptible de l'eau qui se ferait un chemin dans la pierre. Tu en recueilles un peu au creux de ta main, et tu la regardes, claire et fraîche, parfaitement limpide, débarrassée de toute impureté par son long passage à travers le calcaire. Cette eau a quelque chose de pur, de premier, comme si elle venait de naître, et pourtant elle est ancienne, tombée du ciel il y a longtemps, voyageuse souterraine qui n'a fait que traverser ses profondeurs. Tu la laisses couler entre tes doigts, et elle retourne à la pierre, reprenant son chemin secret vers les nappes profondes où dorment les eaux de la ville. Après un long parcours dans ces galeries d'extraction, tu arrives devant un seuil. Une porte, ou plutôt une ouverture encadrée de pierre, marque la limite entre les carrières ordinaires et ce qui s'étend au-delà. Au-dessus de cette ouverture, gravée dans la pierre, une inscription t'arrête. Tu lèves ta lampe pour la lire, et les mots se détachent, simples et graves. A rite.
c'est ici l'empire de la mort. Tu restes un instant immobile devant ces mots, non par peur, mais par respect, car tu sais ce qu'ils annoncent. Au-delà de ce seuil commence l'ossuaire, le lieu où reposent les ossements de plusieurs millions de Parisiens d'autrefois. Tu prends une longue inspiration, l'air frais entre dans ta poitrine, et tu franchis le seuil avec recueillement. De l'autre côté, la galerie se transforme. Les murs ne sont plus de pierre nue. Ils sont faits d'os. Tu lèves ta lampe, et sa lumière révèle, de part et d'autre du chemin, de longues parois soigneusement bâties, où des ossements humains sont rangés et empilés avec un soin qui te saisit. Des os longs, des tibias et des fémurs, alignés en strates serrées, forment le corps de ces murailles, leurs extrémités rondes tournées vers toi, en surface, comme les rondins d'un mur de bois dressé avec patience. Et de loin en loin, courant le long de ces parois d'os, des rangées de crânes, alignés à hauteur de regard, dessinent des lignes, des bandeaux, parfois des motifs, des croix, des formes en cœur. Ce n'est pas un entassement sans ordre. C'est un arrangement, une œuvre, faite avec application et avec une forme de tendresse. Tu avances entre ces murs d'ossements, et tu marches sans crainte, avec lenteur et respect. Ces parois ne sont pas là pour effrayer, mais pour ranger, pour ordonner ce qui aurait pu n'être qu'un chaos d'ossements jetés dans le noir. Ceux qui ont aménagé ce lieu ont voulu donner à ces restes une forme, une dignité, en les disposant avec soin plutôt qu'en les laissant épars. Et tu sens, en cheminant entre ces murailles, non pas l'horreur, mais une paix grave, le calme de ceux qui reposent enfin, rassemblés, après les siècles. 6 millions, dit-on, 6 millions de Parisiens d'autrefois ont été apportés ici, et leurs os, mêlés, anonymes, forment maintenant ces longues parois qui bordent ton chemin dans la nuit souterraine. Il faut que tu comprennes comment, et pourquoi, ces millions d'ossements sont venus reposer sous la ville, car cette histoire est celle d'une nécessité autant que d'un respect. Pendant des siècles, les morts de Paris avaient été enterrés dans les cimetières des paroisses, au cœur même de la cité, autour des églises. Et parmi ces cimetières, l'un était plus grand, plus ancien, plus chargé que tous les autres, celui que l'on nommait le cimetière des Innocents, au centre de la ville. Depuis des centaines d'années, on y inhumait les morts du quartier et bien au-delà, génération après génération, dans le même espace clos, qui n'avait pas grandi tandis que la ville, elle, ne cessait de croître. Avec le temps, ce cimetière s'était empli au-delà de toute mesure. On y avait enterré tant de corps, sur tant de siècles, que le sol s'était soulevé, gonflé, exhaussé de plusieurs mètres au-dessus des rues voisines, gorgé d'ossements et de terre mêlée. On rouvrait les fosses communes pour y mettre de nouveaux morts, on déplaçait les os anciens vers des galeries de stockage le long des murs, mais rien y faisait, le lieu débordait. L'air alentour en était corrompu. Les maisons qui bordaient le cimetière souffraient de l'humidité et des miasmes qui montaient de cette terre saturée. Les marchands se plaignaient, les voisins tombaient malades, et l'on disait que les aliments se gâtaient plus vite dans les caves attenantes. Le cimetière était devenu un péril pour la ville des vivants. La rupture vint, dit-on, lorsque l'un des murs qui séparait le cimetière d'une cave voisine céda sous la pression, et que les ossements et la terre putréfiée se déversèrent dans les sous-sols des maisons. Cet événement acheva de convaincre les autorités qu'il fallait agir, et qu'on ne pouvait plus garder, au cœur de la ville, ces foyers d'insalubrité. On décida donc de fermer les vieux cimetières du centre, et de transférer leurs restes ailleurs, hors des quartiers habités, dans un lieu où ils ne nuiraient plus à personne. Et ce lieu, on le trouva sous la ville même, dans les anciennes carrières désaffectées du sud, dont les vides immenses pouvaient accueillir tous ces ossements. Ainsi naquit, à la fin du XVIIIe siècle, à partir de l'année 1786, ce que tu traverses cette nuit. Le transfert des ossements fut une œuvre longue et solennelle, et elle se fit de nuit. Tu peux te la figurer, cette procession nocturne, tandis que tu chemines entre les parois d'os. Des chariots recouverts de draps noirs, chargés des restes exhumés des vieux cimetières, traversaient la ville endormie, escortés de prêtres qui récitaient les prières des morts, à la lueur des torchers et des flambeaux. On avait choisi la nuit pour ne pas heurter les vivants, pour mener ce déménagement des morts à l'écart des regards et de l'agitation du jour. Ces convois funèbres se succédèrent durant des années, vidant les anciens cimetières l'un après l'autre, et déversant leurs ossements dans les puits qui menaient aux carrières, d'où on les descendait, puis les rangeait, dans les galeries profondes. Songe à ce que représentait, pour la ville, la fermeture de ces cimetières du centre.
Pendant des siècles, les morts avaient reposé au cœur même de la cité, parmi les vivants, à l'ombre des églises où l'on priait pour eux. Le cimetière n'était pas seulement un lieu de sépulture, c'était aussi une place où l'on passait, où l'on marchait, où parfois l'on commerçait, un espace de vie autant que de mort. Mais à mesure que la ville grandissait et que les morts s'accumulaient, cette proximité d'autrefois était devenue un péril. Les idées, aussi, avaient changé, et l'on commençait à comprendre que la santé des vivants demandait que l'on éloignât les morts, que l'on aérât les villes, que l'on ne laissât plus les sépultures empoisonner l'air des quartiers habités. Le transfert vers les carrières fut donc, à sa manière, un acte de raison autant que de nécessité, une façon de réconcilier le respect dû aux morts avec la santé due aux vivants. Les vieux cimetières furent vidés l'un après l'autre, au fil des années, et leurs ossements descendirent sous la ville. Pour bénir ce nouveau séjour des morts, on consacra les lieux, on y dit des prières. On en fit non un simple dépôt mais un véritable ossuaire, un lieu sacré où les restes des Parisiens d'autrefois trouveraient un repos durable. Et il faut bien voir que ces millions d'ossements ne venaient pas d'un seul cimetière, mais de beaucoup, rassemblés ici de toutes les paroisses de la ville, de toutes les conditions, de tous les siècles. Des gens qui de leur vivant ne s'étaient jamais connus, qui avaient vécu à des époques différentes, dans des quartiers différents, se sont trouvés réunis dans la mort, mêlés os à os dans ces parois souterraines. La mort, ici, a aboli les distances du temps et de l'espace qui séparaient ces vies. Et ce fut un travail de patience que de ranger ainsi des millions d'ossements. Au début, sans doute, on se contenta de les verser en tas dans les galeries. Mais peu à peu, on entreprit de les ordonner, de bâtir avec eux ces murailles régulières que tu longes, en alignant les os longs et en disposant les crânes en motif. C'est ce travail d'arrangement qui a donné à l'ossuaire l'aspect que tu lui vois cette nuit, cette allure de monument plutôt que de dépotoir, cet ordre grave et apaisant. Ceux qui ont façonné ces murs ont voulu faire de ce lieu non un cachot pour les morts, mais une demeure digne, une sorte de temple souterrain où la mort, rassemblée et mise en ordre, perdrait un peu de son effroi pour devenir matière à méditation. Tu t'arrêtes devant l'une de ces parois, et tu la regardes longuement, à la lueur tranquille de ta lampe. Tu vois les fémurs alignés, leurs têtes rondes pareilles à des galets, et au-dessus la rangée des crânes, chacun un peu différent, chacun ayant porté une pensée, un visage, un nom, à présent perdus. Tu ne sais rien d'eux. Tu ne sauras jamais qui ils furent, comment ils vécurent, ce qu'ils aimèrent ou redoutèrent. Ils sont là, mêlés, 6 millions d'inconnus. Et c'est justement cet anonymat qui apaise, car il efface les différences, les rangs, les fortunes, et ne laisse subsister que ce qui nous est commun à tous, cette ossature pâle qui demeure quand tout le reste a disparu. Riche ou pauvre, puissant ou humble, chacun a fini de même, et repose ici dans la même paix. Tu poursuis ton chemin entre les murailles d'ossements, et de loin en loin tu rencontres, scellées dans les parois, des plaques de pierre gravées de quelques mots. Ce sont des inscriptions, des vers, des sentences que ceux qui ont aménagé l'ossuaire ont voulu offrir à la méditation de ceux qui passeraient. Elles parlent de la fuite du temps, de l'égalité des hommes devant la mort, de la vanité des choses du monde, de la douceur du repos qui vient après la peine. Tu en lis quelques-unes au passage, sans t'y attarder, mais leurs paroles se déposent en toi, et accordent ton esprit à la gravité paisible du lieu. Elles ne sont pas là pour t'attrister. Elles sont là pour t'inviter à voir les choses de plus haut, ou de plus loin, à mesurer ta propre vie à l'aune de ces millions de vies achevées, et à en goûter, par contraste, la valeur présente. Tu avances encore, et tu prêtes attention, à présent, à tout ce que tes sens te disent de ce lieu. La fraîcheur de l'air sur ton visage, égale, constante, ni mordante ni douce, simplement présente, comme une main posée sur ta peau. L'odeur, légère, de pierre mouillée et de terre, sans rien de désagréable, une odeur minérale et propre que l'on ne respire qu'au fond des grottes et des caves profondes. Le poids du silence, surtout, ce silence si dense qu'il semble avoir une matière, une épaisseur, et dans lequel le moindre son, le frottement de ton pas, le souffle que tu rends, prend un relief inattendu. Tu te déplaces avec précaution, presque sur la pointe des pieds, par une délicatesse instinctive, comme on baisse la voix dans un lieu de recueillement, par respect pour le grand sommeil qui règne ici. Tu lèves de nouveau ta lampe vers une paroi de crâne, et tu remarques, en t'approchant, combien chacun diffère des autres. Celui-ci est large et massif. Celui-là plus fin, plus délicat. L'un porte encore les marques d'une longue vie,
l'autre semble avoir appartenu à un être plus jeune. Tu ne peux t'empêcher d'imaginer, derrière chacun, un visage, une chevelure, un regard, une voix, tout ce qui faisait une personne et qui a disparu, ne laissant que cette forme d'os pâle. Et pourtant ils n'éprouvent pas de tristesse, mais une tendresse étrange, comme devant le portrait d'inconnus très anciens. Ces gens ont vécu, pleinement, leur temps de vie, et ils reposent ici depuis si longtemps que leur mort elle-même est devenue paisible, dépouillée de tout chagrin, rendue à la sérénité des choses accomplies. Tu poursuis, et de salle en salle, le décor d'ossements se déploie avec ses variations. Ici, les crânes forment une longue ligne ininterrompue qui court à mi-hauteur du mur, comme une frise. Là, ils se groupent en motifs, dessinant des croix sombres sur le fond clair des os longs. Ailleurs encore, des ossements forment des piliers, des arrangements en relief, presque des sculptures. Tu mesures le soin, le goût même, qui ont présidé à ces aménagements, l'intention de faire de la mort non un spectacle d'horreur, mais une méditation, une leçon douce sur le destin commun des hommes. Ceux qui ont conçu ce lieu ont voulu qu'on en sorte non effrayé, mais apaisé, réconcilié avec sa propre fin par la contemplation paisible de la fin de tous les autres. Tu chemines ainsi longtemps, de galerie en galerie, entre les hautes parois d'os, et tu remarques que le silence, ici, est encore plus profond qu'ailleurs. Aucune goutte, par endroits, ne vient le troubler. L'air ne bouge pas. Le temps semble suspendu. Et dans ce silence, loin de te sentir oppressé, tu éprouves un calme que tu connais rarement à la surface. C'est le calme de ce qui est achevé, de ce qui n'a plus rien à attendre ni à craindre. Ces millions de morts ont traversé toutes les peines de l'existence, toutes les fièvres, tous les chagrins, et ils reposent maintenant, hors du temps, hors des soucis, dans la fraîcheur égale de la pierre. Leur paix te gagne, peu à peu, et ton propre souffle se fait plus lent, plus posé, à mesure que tu avances parmi eux. Tu songes, en marchant, à tout ce que ces ossements représentent de vies humaines. Chacun de ces crânes alignés a contenu un monde, des souvenirs, des amours, des peurs, des espoirs. Chacun de ces os a soutenu un corps qui a marché dans les rues de Paris, des siècles avant toi, par les mêmes ponts, sous les mêmes ciels. Ces gens ont connu un Paris que tu ne connaîtras jamais, fait de ruelles boueuses, de cris de marchands, de cloches d'église, de rivières aujourd'hui couvertes. Ils ont aimé, travaillé, ri, pleuré, comme toi, comme tous. Et de tout cela, de toutes ces existences foisonnantes, il ne reste que ces os pâles, rangés dans le noir. Cette pensée, encore une fois, n'a rien d'effrayant cette nuit. Elle a la douceur grave d'une vérité que l'on regarde en face, dans le calme, sans détourner les yeux. Tu prends conscience, à mesure que tu chemines, du contraste entre les deux sortes de morts qui se superposent en ce lieu. Dans la pierre des murs, ces numulites, ces coquillages fossiles, créatures mortes il y a 45 millions d'années, dont les squelettes ont fait la roche. Et contre cette roche, ces ossements humains, vieux de quelques siècles à peine, ces morts d'hier au regard du temps de la pierre. Les uns et les autres reposent côte à côte, les très anciens et les moins anciens, et tu mesures l'abîme de temps qui les sépare. Si les os humains de cet ossuaire ont quelques centaines d'années, les fossiles du calcaire en ont des dizaines de millions. À côté de la pierre, l'humanité tout entière n'est qu'un instant, un éclair récent dans une histoire qui la dépasse de toutes parts. Et pourtant, ces deux mondes se ressemblent, et c'est là une vérité que ce lieu te révèle mieux que tout autre. Car la pierre aussi est faite de restes de vivants. Le calcaire n'est rien d'autre qu'un cimetière pétrifié, l'amoncellement, durci par le temps, des squelettes de créatures marines. Quand tu poses la main sur la paroi, tu touches la mort de milliards d'êtres minuscules, comprimés en une roche solide. Et quand tu regardes les murs d'ossements, tu vois la même chose à une autre échelle, des squelettes empilés, ordonnés, qui forment une paroi. Au fond, l'ossuaire et la carrière disent la même histoire, à des âges différents. La vie passe, le squelette demeure, et de l'accumulation des squelettes naît la pierre, ou le mur, ou la montagne. La matière du monde est faite de ce que la vie laisse derrière elle. Essaie, un instant, de te représenter ces durées, car l'esprit a peine à les saisir. Une vie humaine dure quelques dizaines d'années, et nous la trouvons longue, riche de tant d'événements. Les ossements de cet ossuaire ont quelques siècles, et cela nous semble déjà un temps immense, un passé presque inimaginable. Mais le calcaire, lui,
à 45 millions d'années. Si tu voulais figurer ce temps, il faudrait empiler des centaines de milliers de vies humaines bout à bout, et tu n'arriverais encore qu'à une fraction de l'âge de cette pierre. Devant un tel abîme, l'esprit recule, incapable d'embrasser une durée si vaste. Et pourtant cette durée est inscrite là, dans la roche que tu touches, patiente, silencieuse, présente. Loin de t'écraser, cette pensée a quelque chose d'apaisant, et c'est l'un des dons secrets de ce lieu. Car en mesurant ta vie à l'aune de la pierre, tu cesses de te tourmenter pour les petites choses. Les soucis du jour, les inquiétudes, les hâtes, tout cela s'allège quand on le regarde depuis le temps profond de la roche. Tu n'es qu'un instant, certes, un éclair bref dans une histoire qui te dépasse. Mais cet instant, justement, est le tien, unique, vivant, et il vaut d'être vécu pleinement, sans le gâcher par l'agitation. La pierre, par son immense lenteur, t'apprend la valeur du présent. Elle te dit que tout passe, et que cette fugacité même rend chaque moment précieux. Tu repars de cette pensée non attristée, mais étrangement allégée, comme délivrée d'un poids que tu portais sans le savoir. Tu songes aussi que la pierre, elle, n'a pas fini son histoire. Le calcaire qui t'entoure continuera d'exister bien après que la ville d'en haut aura disparu, bien après que les os de l'ossuaire se seront effrités, bien après que la mémoire des hommes d'aujourd'hui se sera effacée. La roche poursuivra son lent destin, soumise aux forces patientes de la terre, peut-être enfouie davantage, peut-être un jour ramenée à la surface par les mouvements du sol, peut-être dissoute, peu à peu, par les eaux qui la traversent. Rien, dans la nature, n'est tout à fait immobile, même ce qui nous paraît le plus stable. La pierre elle-même voyage, à son rythme à elle, infiniment plus lent que le nôtre, dans le grand cycle des choses qui naissent, durent et se transforment. Tu t'arrêtes encore, et tu poses ta main, d'un côté, sur la paroi de calcaire, et de l'autre, tout près, sur le rebord d'une murette d'ossements. D'un côté la pierre, fraîche, lisse, vieille de millions d'années. De l'autre l'os, plus rugueux, plus léger, vieux de quelques siècles. Et tu sens, sous tes deux paumes, la parenté de ces deux matières, l'une et l'autre nées de la vie et de la mort, l'une et l'autre vouées à durer bien au-delà des êtres qui les ont produites. Cette pensée te traverse sans te peser, et même elle t'apaise, car elle te dit que rien ne se perd tout à fait, que la vie, en s'éteignant, laisse une trace, et que de cette trace se bâtit le monde où d'autres vivants viendront, à leur tour, marcher, aimer et passer. Tu reprends ta marche, et tu te laisses guider par le chemin, par les murailles d'os qui bordent ta route, par les inscriptions qui jalonnent ton passage. Le froid constant t'enveloppe sans t'engourdir, la fraîcheur de l'air te tient l'esprit clair, et tu chemines comme on chemine dans un songe attentif et paisible à la fois. De temps à autre, une goutte d'eau tombe quelque part dans le noir, et son écho te rappelle l'immensité du silence alentour. Tu ne te presses pas. Il n'y a, ici, aucune raison de se presser. Le temps de la pierre est si vaste que le tien, par comparaison, s'écoule comme un souffle, et cette disproportion même t'invite à la lenteur, à la présence, à la pleine attention de chaque pas. Tu penses à tous ceux qui, avant toi, ont parcouru ces galeries. Les carriers, d'abord, qui ont creusé la pierre dans la peine. Puis les hommes qui ont apporté et rangé les ossements, ouvriers de la mort, qui ont bâti ces murailles os par os. Puis les inspecteurs des carrières, qui ont mesuré, consolidé, cartographié le labyrinthe. Et tous ceux, au fil du temps, qui sont descendus ici par curiosité, par recueillement, par fascination pour ce monde d'en dessous. Tu fais partie, cette nuit, de cette longue procession de vivants venus rendre visite aux morts et à la pierre, et marcher un moment dans les profondeurs avant de remonter vers la lumière. Cette continuité te tient compagnie, te relie à ceux qui t'ont précédé dans ces galeries et à ceux qui descendront après toi. Il y a aussi, tu le sais, ceux qui parcourent le réseau interdit, loin des chemins balisés, et qu'on nomme les cataphiles. Ce sont des amoureux du souterrain, des explorateurs de l'ombre, qui s'aventurent, sans autorisation, dans les galeries fermées au public, par des passages secrets, des bouches oubliées, pour parcourir des kilomètres de couloirs que presque personne ne voit. Ils connaissent le labyrinthe mieux que quiconque, ses raccourcis, ses salles cachées, ses recoins ornés au fil du temps par d'autres comme eux. C'est une exploration interdite, et qui n'est pas sans danger dans ce dédale où l'on peut se perdre, mais elle dit l'attrait puissant qu'exerce ce monde en dessous, cette autre ville, sur ceux qui en pressentent l'existence.
Toi, cette nuit, tu restes sur le chemin sûr, et c'est très bien ainsi. Mais tu comprends, en marchant, ce qui peut attirer un être humain dans ses profondeurs, ce mélange de silence, de mystère et de paix. Tu songes au monde caché que parcourent ces explorateurs, à toutes ces galeries qui ne figurent sur aucune carte accessible au public, à ces salles oubliées que seuls connaissent ceux qui s'y aventurent. Au fil du temps, certains de ces passages ont été ornés, gravés, peints par des générations d'amateurs du souterrain, qui y ont laissé des traces, des inscriptions, des œuvres parfois patientes et belles, comme si le besoin de marquer son passage, de laisser un signe, suivait l'homme jusque dans les profondeurs. Il y a, dit-on, des salles aménagées, des bancs taillés, des sculptures dans la roche, tout un patrimoine secret et fragile qui se transmet d'explorateur en explorateur, à l'écart du monde de la surface. Tu n'iras pas là, cette nuit, et c'est sans regret, car le chemin que tu suis te suffit. Mais tu emportes l'image de cet autre monde, vaste et obscur, qui s'étend tout autour de toi dans le noir, peuplé de silence et de mystère. Tu mesures, à cette pensée, combien le sol sur lequel marche une grande ville est un monde en soi, plein d'histoire et de profondeur. On croit, en haut, que la ville s'arrête au niveau des caves, et qu'en dessous il n'y a que de la terre muette. Mais sous Paris, il y a tout un autre Paris, fait de vide, de galeries, d'eau dormante et d'ossements, un Paris souterrain aussi ancien, à sa façon, que celui des rues. Les deux se sont construits ensemble, dépendant l'un de l'autre, la ville d'en haut tirant de la ville d'en bas la pierre dont elle se bâtissait, et la ville d'en bas portant, dans ses vides, le souvenir de la ville d'en haut. Tu chemines, cette nuit, dans cette mémoire de pierre, et chaque pas t'enfonce un peu plus dans l'épaisseur du temps que recèle le sol. Tu poursuis, et le chemin t'emmène à travers d'autres salles, d'autres galeries ornées d'ossements, où les crânes dessinent encore des motifs sur les parois de fémur. Par endroits, l'arrangement est plus élaboré, formant des figures, des colonnes, des décors où l'os devient ornement. Ailleurs, c'est plus sobre, de longs murs réguliers où les os s'alignent sans autre dessin que l'ordre. Tu passes devant des piliers de pierre qui soutiennent la voûte, vestiges du travail d'extraction, qu'on a laissé en place pour empêcher l'effondrement. Tu passes près d'autres petites sources, d'autres bassins d'eau noire et calme. Et partout règne cette même fraîcheur, ce même silence, cette même paix grave qui s'est emparée de toi depuis que tu as franchi le seuil de l'empire de la mort. Tu prends le temps, dans l'une de ces salles, de t'asseoir un instant sur un ressaut de pierre et d'éteindre presque ta lampe, n'en laissant qu'une faible lueur. L'obscurité, alors, se referme autour de toi, douce et complète, une obscurité comme on n'en connaît jamais à la surface, sans la moindre lueur de ville, sans le moindre reflet de ciel. C'est le noir absolu des profondeurs, et loin de t'angoisser, il t'enveloppe comme une couverture épaisse. Tu fermes les yeux, et cela ne change rien, car les ouvrir ou les fermer revient au même dans cette nuit totale. Tu écoutes le silence, tu sens la fraîcheur de la pierre sous toi, et tu te laisses, un moment, descendre dans le calme de ce lieu hors du temps. Ton souffle ralentit. Ton corps se détend. Il n'y a, ici, rien à faire, rien à craindre, rien à attendre. Dans ce noir et ce silence, tu mesures combien ce lieu est étranger au tumulte de la surface. Là-haut, c'est le mouvement perpétuel, le bruit, la lumière, la hâte des vivants qui courent après le temps. Ici, c'est l'immobilité, le silence, l'obscurité, le repos de ce qui n'a plus à courir. Les deux mondes se touchent, séparés par 20 mètres de pierre, et pourtant ils sont aux antipodes l'un de l'autre. En descendant ici, tu as quitté le temps des vivants pour entrer dans le temps des morts et de la pierre, un temps si lent, si vaste, qu'il en paraît presque immobile. Et dans ce temps ralenti, tu trouves un repos que la surface ne t'offre jamais, le repos de ce qui a cessé de se presser, de ce qui s'est enfin déposé. Tu te dis qu'il y a, dans le fait de descendre ainsi vers les morts, quelque chose de très ancien, de très humain. Depuis les premiers temps, les hommes ont enterré leurs morts, les ont confiés à la terre, et ont fait du dessous, du souterrain, le séjour de ceux qui ne sont plus. Descendre vers eux, c'est accomplir un geste que d'innombrables générations ont accompli avant nous, un geste de mémoire et de respect. Et remonter ensuite vers la lumière, c'est revenir parmi les vivants, chargés de ce qu'on a vu et compris en bas, un peu changés par cette visite au royaume des ombres. Tu accomplis, cette nuit, ce vieux mouvement de descente et de remontée, et tu en ressens la gravité douce,
le poids de sens qu'ils portent depuis le fond des âges. Tu songes encore que ce lieu, malgré tout ce qu'il abrite de mort, est étrangement vivant dans l'esprit de ceux qui y descendent. Il fait réfléchir, il émeut, il apaise, il invite à la méditation sur le temps, sur la vie, sur ce qui demeure et ce qui passe. Les morts qui reposent ici continuent ainsi, à leur manière, d'agir sur les vivants, de leur parler sans parole, de leur enseigner la sagesse tranquille de ceux qui ont déjà tout traversé. Et c'est peut-être là le plus beau sens de cet ossuaire, non d'enfermer les morts dans l'oubli, mais de les rendre, par leur présence rassemblée et ordonnée, à une sorte de présence parmi nous, à un dialogue silencieux qui traverse les siècles. Tu ranimes ta lampe, et tu te lèves sans hâte pour reprendre ta marche, car le chemin n'est pas fini, et la sortie t'attend, plus loin, au bout des galeries. Mais tu emportes avec toi le calme que ce moment t'a donné, cette paix puisée au cœur de la pierre et du silence. Tu marches de nouveau entre les murs d'os, et leur présence, désormais, ne t'est plus étrange. Tu te sens accueilli parmi eux, comme un vivant de passage parmi ceux qui ont fini de vivre, venu leur rendre une visite respectueuse avant de repartir vers la lumière. Tu leur dois bien ce respect, à ces millions de Parisiens d'autrefois qui reposent ici, et tu le leur portes, cette nuit, par ta seule présence attentive et calme. Tu songes encore à la pierre, à cette pierre de Paris dont tout ce labyrinthe est creusé, et à son destin à la surface. Car la pierre qu'on a tirée d'ici n'a pas disparu. Elle est montée vers le jour, et elle se dresse aujourd'hui dans la ville, sous la forme des édifices que tu connais. Les blocs de calcaire lutétien extraits de ces carrières, et de carrières semblables, sont devenus les murs des églises, les arches des ponts, les façades des palais et des maisons. Cette pierre blonde et claire qui donne à la ville sa couleur, cette pierre qui se réchauffe au soleil et prend, le soir, des teintes dorées, c'est la même que celle qui t'entoure ici dans le noir. Quand tu marcheras de nouveau dans les rues, en plein jour, et que tu poseras les yeux sur une façade de pierre, songe qu'elle vient peut-être d'un vide comme celui-ci, d'une galerie de carrières creusées sous la ville. Ainsi, la ville haute et la ville basse se répondent, et se sont engendrées l'une l'autre. En tirant la pierre des profondeurs pour bâtir en surface, les hommes ont creusé sous Paris le négatif de Paris. Chaque monument de pierre a son ombre creuse quelque part sous la ville, le vide d'où il est sorti. Et il y a, dans cette pensée, quelque chose de vertigineux et d'apaisant à la fois. La ville que l'on admire en pleine lumière repose sur un monde de vide et d'ombre, et l'une ne va pas sans l'autre. Le plein et le creux, le clair et l'obscur, la vie qui s'agite en haut et le repos qui règne en bas, tout cela forme un seul ensemble, une seule ville à 2 étages, le jour et la nuit superposés dans la même épaisseur de roche. Tu imagines le voyage d'un bloc de pierre, depuis ce monde d'en bas jusqu'à la lumière. D'abord détaché de la masse par les outils du carrier, dans le froid et l'obscurité. Puis hissé, à grand-peine, par le puits, vers le jour qu'il n'avait jamais connu. Puis chargé, transporté à travers les rues, jusqu'au chantier où l'attendaient les tailleurs et les maçons. Puis taillé, équarri, ajusté, et enfin posé, scellé dans un mur, une voûte, une façade, pour y demeurer des siècles, exposé au soleil, à la pluie, au regard des passants. Ce bloc, né au fond de la terre dans le noir total, finit sa course au grand jour, contemplé par des générations d'hommes, sans que nul ne songe à l'obscurité d'où il vient. Et quelque part, sous la ville, le vide qu'il a laissé en partant demeure, son empreinte en creux, le négatif de sa présence là-haut. Songe à tout ce que cette pierre a vu naître, depuis qu'on a commencé de l'extraire. Des édifices se sont élevés grâce à elle, ont vécu leur vie de pierre, et certains ont disparu, démolis ou ruinés, tandis que d'autres se dressent encore. La pierre, elle, a survécu à beaucoup de ce qu'elle a servi à bâtir, car un bloc démoli peut être réemployé, repris dans une autre construction, de sorte qu'une même pierre a pu connaître plusieurs vies, plusieurs édifices, au fil des siècles. Il y a, dans les murs de la ville, des pierres bien plus anciennes que les bâtiments qu'elles forment, des pierres qui ont déjà été, autrefois, autre chose. Et toutes, au commencement, sont venues de la profondeur, de carrières comme celle où tu chemines, arrachées au calcaire lutétien, ce cimetière marin durci par 45 millions d'années. Tu reprends ta marche vers la sortie, et le chemin, peu à peu, quitte l'ossuaire pour rejoindre de nouveau les galeries de carrière, la pierre nue, sans les ossements. Tu repasses, sans toujours t'en apercevoir, de l'empire de la mort au royaume de la pierre, et la transition se fait en douceur, sans rupture,
car ici tout se tient. Tu retrouves les marques d'outils sur les murs, les plaques de noms de rues, les sources et les bassins. Le froid t'accompagne toujours, fidèle, et les gouttes recommencent à ponctuer le silence de leur chute espacée. Tu marches encore longtemps dans ces couloirs, suivant le tracé balisé qui te ramène, par de longs détours, vers le point d'où tu pourras remonter à la surface. Tu penses, en cheminant, au voyage extraordinaire qu'a accompli cette eau qui goutte autour de toi. Tombée du ciel sur les toits de la ville, recueillie par la terre, elle s'est mise à descendre, à travers le sol, à travers les couches de pierre, percolant sans hâte dans les pores et les fissures du calcaire. Pendant ce voyage, qui a peut-être duré des années, elle s'est filtrée, débarrassée de ses impuretés, et elle arrive ici, dans la galerie, claire et fraîche, après avoir traversé toute l'épaisseur qui sépare le ciel des profondeurs. Et un jour, peut-être, elle reprendra son chemin, gagnera la nappe d'eau souterraine, rejoindra une rivière, retournera à la surface, repartira vers le ciel par l'évaporation. L'eau, elle, ne s'arrête jamais. Elle circule sans fin entre le ciel et la terre, et elle visite, au passage, ces profondeurs où tu chemines cette nuit. Tu repasses devant des plaques de noms de rues gravées dans la roche, et tu t'amuses, en silence, à imaginer ce qui se trouve là-haut, juste au-dessus de chacune. Une boulangerie, peut-être, dont le four chauffe déjà pour le pain du matin. Une chambre où dort un enfant. Un café au volet clos. Un jardin endormi sous la rosée. Toute la vie de la ville se déploie à 20 mètres au-dessus de ta tête, ignorante de ta présence, comme tu fus toi-même longtemps ignorant de ce monde d'en bas. Et tu trouves une douceur particulière à cette pensée, celle d'un secret partagé avec la pierre, d'un savoir que tu emportes et qui changera, désormais, ta façon de marcher dans les rues. Tu te dis que tu ne regarderas plus jamais le sol de la même manière. Là où les autres ne voient qu'un pavé, qu'un trottoir, qu'une surface ferme et muette, toi tu sauras deviner la profondeur, les galeries, les vides, les eaux dormantes, les ossements rangés, les fossiles dans la pierre. Le sol de la ville se sera ouvert pour toi, aura révélé son épaisseur, son histoire, sa mémoire enfouie. Et tu porteras ce savoir comme on porte un trésor discret, sans le dire à personne peut-être, mais en le sentant sous chacun de tes pas, cette présence du monde d'en dessous, calme, profond, fidèle, qui veille sous l'agitation des jours. Tu approches, enfin, de l'escalier qui te ramènera vers la surface. Avant de l'atteindre, tu t'arrêtes une dernière fois, et tu te retournes pour regarder, derrière toi, la galerie qui s'enfonce dans le noir, vers l'ossuaire et le labyrinthe que tu laisses. Tu adresses, en pensée, un salut silencieux à tous ceux qui reposent là, à ces 6 millions d'âmes rassemblées sous la ville, et à la pierre elle-même, à ces innombrables créatures fossiles qui dorment dans le calcaire depuis des âges. Tu as marché parmi eux avec respect, et tu repars en emportant un peu de leur paix. Puis tu te tournes vers les marches, et tu commences à remonter. L'escalier qui mène à la surface tourne sur lui-même, comme celui de la descente, et tu gravis les marches sans hâte, sentant l'air, peu à peu, se réchauffer à mesure que tu montes. Le froid des profondeurs s'éloigne, l'odeur de la pierre humide s'estompe, et tu commences à percevoir, très loin, comme un murmure assourdi, la rumeur de la ville d'en haut, qui revient à ta rencontre. Tu montes, marche après marche, tournant et tournant encore, repassant en sens inverse tout le chemin que tu avais descendu plus tôt dans la nuit. Et tu sens que tu quittes un monde pour en retrouver un autre, que tu remontes du temps de la pierre vers le temps des vivants, des profondeurs vers la surface, du silence vers le bruit doux de la ville. À mi-hauteur de l'escalier, tu t'arrêtes un instant pour reprendre ton souffle, et tu te retournes vers le bas, vers l'obscurité d'où tu remontes. En bas, dans le noir, le grand silence continue, immuable, comme il a continué pendant les siècles où nul vivant n'y descendait, comme il continuera quand tu seras reparti. Ce silence n'a pas besoin de toi. Il était là avant ta visite, il sera là après, vaste et calme, gardien patient des morts et de la pierre. Et tu trouves, dans cette indifférence sereine du lieu, quelque chose de très apaisant, de reposant en profondeur. Le monde d'en bas ne réclame rien, ne s'agite pour rien, ne se hâte jamais. Il est, simplement, dans la durée immense de la roche, et cette permanence te tient compagnie comme une présence amie. Tu reprends ta montée, et l'air se réchauffe encore, et la lumière, peu à peu, se devine, d'abord comme une pâleur lointaine, puis comme une clarté plus franche, là-haut, au sommet des marches.
Tu sors enfin à l'air libre, et la nuit de la ville t'accueille, tiède au regard des profondeurs que tu quittes, pleine de bruits doux, de lumière, de l'odeur familière des rues. Tu lèves les yeux, et tu retrouves le ciel, les quelques étoiles que les lumières de la ville laissent paraître, et tu mesures le chemin parcouru, de cette voûte étoilée jusqu'aux profondeurs de la pierre, et de nouveau jusqu'à elle. Mais ce que tu as vu là-dessous ne te quitte pas, et ne te quittera pas. Désormais, quand tu marcheras dans les rues de Paris, tu sauras ce qui dort sous tes pieds. Tu sauras qu'à 20 mètres sous le pavé s'étend un autre monde, un labyrinthe de galeries, un empire silencieux où reposent les morts d'autrefois et les fossiles d'une mer disparue. Tu sauras que la pierre des façades vient de ses profondeurs, que la ville haute et la ville basse ne font qu'un, et que sous l'agitation du jour veille, en permanence, le calme immense des sous-sols. Cette connaissance ne te pèsera pas. Elle ajoutera, au contraire, une profondeur à ton regard, une épaisseur de temps et de silence sous chacun de tes pas. À présent, tu n'as plus besoin de gravir les marches en pensée, car le moment est venu de laisser ton corps se reposer. Tu peux laisser cette remontée se poursuivre d'elle-même, dans le calme, tandis que tu t'abandonnes au sommeil. Étendu où tu reposes, tu sens le poids de ton corps s'enfoncer dans ce qui te porte, et la fatigue agréable de cette longue marche souterraine se répand dans tes membres. Tes jambes, qui ont arpenté les galeries, pèsent à présent sans bouger, les muscles au repos. Ton dos s'étale et trouve son appui. Tes épaules s'abaissent, délivrées de la lampe que tu portais en songe. Tout ton corps consent à se déposer, comme la pierre repose dans la profondeur, comme les ossements reposent dans l'ossuaire, dans une immobilité paisible. L'air autour de toi est tiède, et tu respires à un rythme tranquille, sans y penser, le souffle qui va et vient de lui-même. L'air entre par ton nez, calme, et descend dans ta poitrine. L'air ressort, emportant avec lui un peu plus de ta fatigue. Tu n'as pas à diriger ce mouvement, il se fait seul, fidèle, comme la chute des gouttes dans les galeries, espacé, régulier, apaisant. Chaque souffle te dépose un peu plus avant dans le repos, comme l'eau qui descend en douceur à travers la pierre, sans hâte, sans effort, trouvant son chemin par les fissures du calme. Tu te laisses porter par ton souffle comme par un courant lent qui te conduit vers le sommeil. Tu ressens, partie après partie, comme ton corps se rend au repos. Tes pieds, d'abord, qui t'ont porté à travers le labyrinthe, et qui maintenant reposent, libérés de la marche. Tes mollets et tes cuisses, qui ont monté et descendu les escaliers de pierre, et qui se dénouent à présent, fibre après fibre. Ton dos, qui trouve enfin un appui, vertèbre après vertèbre. Tes épaules, ta nuque, ta mâchoire, ton front, qui se lissent à leur tour, comme une eau souterraine qui s'apaise et redevient un miroir parfait. Il n'y a plus rien à tenir, plus rien à porter, plus rien à éclairer. Tu peux relâcher la lampe, relâcher la vigilance, et te laisser aller à la fraîcheur du repos comme on se laisse aller au calme des profondeurs. Tu songes, une dernière fois et sans effort, à tout ce que tu as compris cette nuit. Que sous Paris s'étend un monde creusé par les hommes, le négatif de la ville, des centaines de kilomètres de galeries. Que cette pierre dont tout est fait est née d'une mer ancienne, des squelettes de créatures minuscules amassés durant des millions d'années. Que 6 millions de Parisiens d'autrefois reposent là, dans l'ordre et la paix, transférés des vieux cimetières saturés au temps des processions nocturnes. Et que le temps de la pierre, si vaste, rend si bref et si précieux le temps de nos vies. Ces pensées flottent en toi, de plus en plus distantes, séparées par des plages de silence, et tu les laisses se défaire, l'une après l'autre, comme les gouttes qui tombent et se perdent dans le noir. Au-dessus de toi, très loin, la ville poursuit sa nuit, ses lumières, son murmure indifférente et vivante. Et sous elle, plus loin encore, le grand labyrinthe de pierre poursuit son silence, comme il a fait toute la nuit, comme il le fera demain et tous les jours, fidèle et calme, gardien des morts et de la mémoire de la mer ancienne. Entre ces deux mondes, à leur juste place, tu reposes maintenant, et tu n'appartiens plus tout à fait ni à l'un ni à l'autre, suspendu dans le sommeil qui monte, dans la fraîcheur du souvenir et la tiédeur de ta couche. Tu fais partie, toi aussi, de cette longue histoire de la pierre et des hommes, de ce passage de la vie qui laisse, derrière elle, une trace dans le monde. Tes pensées, à présent, ne sont plus que des fragments épars. La spirale de l'escalier qui descend dans le froid. Le reflet de ta lampe dans une eau noire et calme. Une numulite que tu suivais du bout du doigt dans la pierre.
le long alignement des crânes le long d'un mur de fémur. Ces images flottent en toi, de plus en plus distantes les unes des autres, séparées par des plages de silence où plus rien ne se forme. Tu ne cherches pas à les retenir. Tu les laisses se défaire, l'une après l'autre, comme les gouttes d'eau qui tombent dans les galeries et s'éteignent dans l'obscurité. Ton corps s'enfonce un peu plus dans ce qui te porte, plus lourd, plus abandonné. Tes mains se sont ouvertes d'elles-mêmes, tes doigts se sont détendus, ton visage s'est lissé de toute préoccupation. Le pli entre tes sourcils s'est effacé. Ta mâchoire s'est desserrée. Il n'y a plus, en toi, la moindre tension qui demande à être tenue. Tout s'est relâché, tout s'est déposé, tout s'est rendu au repos, comme la pierre se rend à la profondeur, comme les ossements se rendent au silence de l'ossuaire, comme l'eau se rend à la nappe souterraine où elle dort enfin. La ville veille au-dessus de toi, le labyrinthe veille en dessous, et toi, au creux de tout cela, tu peux enfin te laisser glisser dans le sommeil. Tu n'as plus à descendre, ni à remonter. Tu n'as plus à marcher dans le froid des galeries. Tu es ici, au chaud, à l'abri, porté par ta couche, et la nuit suit son cours, paisible, sans rien te demander. Tu peux laisser tes pensées venir et repartir sans les retenir, comme les gouttes qui tombent et se perdent, comme les souffles qui vont et viennent, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune, et qu'il n'y ait plus que l'obscurité tiède et le calme de ton repos. Et tu emportes avec toi, dans le sommeil, le calme grave de ses profondeurs, la paix de la pierre et des âmes qui reposent sous la ville. Tu as traversé l'empire de la mort sans crainte, avec respect, et tu en reviens apaisé, plus calme, plus léger. Tu sais maintenant que sous le tumulte du monde veille toujours un grand silence, et que ce silence, loin d'être effrayant, est doux et accueillant pour qui sait y descendre. Cette nuit, tu es descendu, et tu en rapportes la sérénité. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.